Bonjour Victor Cassanet. Bonjour Hugo, merci beaucoup de m'inviter. Lisa, un bébé de 11 mois, est décédée en 2022 après avoir avalé du Desktop, un produit hautement toxique que lui a fait boire une employée de sa crèche à Lyon. Depuis, les révélations de cas de maltraitance d'enfants placés en crèche privée se multiplient, dévoilant un système à la dérive qui met en danger des bébés. Aujourd'hui, je reçois Victor Cassanet, journaliste d'investigation. 2 ans après les Fossoyeurs, son enquête sur la maltraitance dans les maisons de retraite médicalisées qui a entraîné un séisme politique et médiatique. Il est de retour avec ce livre choc Les Ogres qui révèle donc le scandale qui entoure certaines crèches privées. Bonjour Victor Cassanet. Bonjour Hugo, merci beaucoup de m'inviter. Merci à toi de prendre le temps d'échanger là-dessus. Ouais, j'essaie dans mes enquêtes de m'intéresser à des sujets très concernants. C'était le cas dans la précédente, Les Fossoyeurs. Je m'étais intéressé à la question du grand âge et aux dérives d'un groupe, en l'occurrence Orpea, qui était le leader mondial des maisons de retraite et dans lequel il y avait des pratiques d'optimisation des coûts extrêmement violentes et aussi des pratiques de détournement d'argent public. Je peux le dire parce que maintenant, ça a été... il y a eu une poursuite, un certain nombre d'enquêtes qui ont été lancées. Et évidemment, ça concernait tout le monde parce qu'on a tous, peu importe notre âge, on a des parents ou des grands-parents dans des maisons de retraite et on a été nombreux à constater parfois des lacunes, des dysfonctionnements, des défaillances. Et c'était un peu la même histoire avec les ogres, c'est que on a tous, à un moment de nos vies, on est confrontés à la problématique du mode de garde, de où on met nos enfants ou nos petits-enfants. Et il y a cette problématique des crèches avec, là encore, comme avec le sujet de la grande dépendance, la question de l'ouverture au privé et des dérives, des logiques de financiarisation que ça a pu entraîner sur le secteur. Tu commences ce livre en évoquant aussi la question de la façon dont ça a été géré par le gouvernement de l'époque, il y a encore quelques mois. Au moment où on tourne, on ne sait pas à quoi va ressembler le prochain gouvernement, mais en tout cas sur le gouvernement de l'époque. Et tu évoques notamment une forme de pacte de non-agression entre à la fois d'un côté le lobby des crèches privées qu'on va aborder et qu'on va voir aujourd'hui, et en face, la ministre de l'époque qui était en charge du sujet, à savoir Aurore Bergé. Qu'est-ce que c'était que ce pacte de non-agression qu'on va voir aujourd'hui ? J'ai même appelé le pacte des loups. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 an maintenant, il y a 2 ouvrages consacrés au même sujet, aux problématiques des crèches, qui sont sortis et qui ont entraîné un début de scandale, d'autant que c'était peu de temps après l'affaire Orpea. Donc, il y avait l'inquiétude qu'un scandale dans le secteur de la santé, notamment dans le secteur de la vulnérabilité, perdure. Et donc, la ministre de l'époque qui venait d'être nommée, elle est nommée en juillet 2023 et les livres sortent en septembre. Donc, elle vient d'être nommée, Aurore Bergé, qui est proche d'Emmanuel Macron. Exactement. Qui était ministre. Qui est du camp de la majorité présidentielle. Donc, elle est nommée à ce poste-là. Ça fait d'ailleurs des années qu'elle attend d'être nommée ministre. Donc là, elle est ministre des Solidarités et des Familles. Des Solidarités et des Familles. Et donc... elle prend ce poste, elle sait que la crise va arriver, il y a les livres qui s'apprêtent à être publiés, et je vais apprendre, grâce à des témoignages à la fois du côté du secteur privé, où j'ai de nombreuses sources, mais aussi de son cabinet, des membres de son cabinet, des collaborateurs de la ministre, vont m'apporter un grand nombre de documents, des textos, des boucles WhatsApp, des messages Telegram aussi, et des enregistrements, dans lesquels je découvre qu'il y a eu des échanges très réguliers entre la ministre et la représentante de la Fédération des crèches privées, la déléguée générale qui s'appelle Elsa Hervy, qu'elles ont échangé en amont de la sortie, pendant la sortie et après, non seulement pour se mettre d'accord sur la stratégie à tenir, avec même Elsa Hervy, la déléguée générale de la Fédération, qui dit à un collaborateur, j'interviens demain sur un plateau, j'obéis à la ministre, ça te changera. Et donc, elle va intervenir quand la ministre lui dit, et elle va soutenir la ministre. On lui demande d'ailleurs, et elle fait passer le message à ses adhérents, de ne jamais attaquer la politique gouvernementale de la petite enfance. Donc c'est un pacte de non-agression où en quelque sorte, les crèches privées, d'une certaine façon, se disent on va pas taper sur le gouvernement ou les pointer du doigt en disant qu'ils sont responsables. Et de l'autre côté, quand on parle de pacte de non-agression, c'est que dans l'autre sens aussi,
il y a une forme de ménagement et de dire bon, on va faire une consultation, on va appeler, on va convoquer, ça c'était l'an dernier il me semble, les différents représentants de ces entreprises privées, mais vous inquiétez pas, il y aura rien, ça ira pas beaucoup plus loin. En gros, les règles du jeu, c'était vous tapez pas sur la politique gouvernementale et on saura faire preuve de mansuétude. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Je raconte comment la fédération transmet une note détaillée avec un certain nombre de points à la ministre, quelques jours avant une de ses interventions à la télé, sur BFM exactement. Et quand j'écoute l'intervention sur BFM, je retrouve presque éléments de langage, mot pour mot ce qui était écrit dans la note. Et j'ai des enregistrements où des membres de la fédération expliquent fièrement qu'ils arrivent à copiloter les annonces de la ministre. Et donc là, ça pose un problème de fond. On n'est plus dans du lobbying, qui déjà peut être problématique. Là, on est dans de l'influence. Et d'ailleurs, ils avaient l'impression, c'est comme ça qu'ils le disaient à certains moments, d'avoir la ministre dans leur poche. Et ils vont pouvoir après demander à la ministre sur des points précis, même de la réglementation des crèches privées, notamment sur les cessions d'autorisation de crèches. Ils vont faire passer des messages à la ministre. Et la ministre va demander à son cabinet de mettre ça dans la réglementation. Et son cabinet, à un moment, a le sentiment, c'est certains collaborateurs qui me racontent ça, qu'on leur demandait de travailler pour des intérêts particuliers, des intérêts privés, et non pas de répondre à leur mission première, c'est l'intérêt général. Et ils ont, pour certains d'entre eux, quitté le cabinet, ce qui n'arrive jamais. Sur la question de ces maltraitances, justement, en l'occurrence, l'enquête, alors elle porte sur le secteur des crèches privées au sens large, mais il y a quand même un acteur qui est particulièrement évoqué dans cet ouvrage, et le gros de l'enquête est quand même sur cet acteur-là. C'est un acteur qui s'appelle People and Baby. C'est près de 14 000 enfants, si je dis pas de bêtises, qui sont concernés en France dans ces eaux-là. Donc c'est quand même pas mal. C'est 14 000 en France, ouais, et un peu plus de 30 000 dans le monde. Dans le monde, parce qu'ils ont racheté, ou en tout cas il y a eu des filiales un peu partout, en Asie notamment, exactement, c'est ça, qui ont été présentes. Peut-être déjà, est-ce que tu peux nous raconter le premier signalement ou les premiers signalements que tu as eus qui t'ont fait dire « Ah, attention, je m'étais renseigné sur la question effectivement, des EHPAD, etc. Là, je sens que du côté de la petite enfance et du côté des crèches, il y a un problème de maltraitance qui est important aussi. » Alors, ça s'est passé en fait très peu de temps après la sortie des Fossoyeurs. Les Fossoyeurs, déjà, j'avais commencé à enquêter parce qu'il y avait des professionnels du secteur qui étaient venus me voir pour m'alerter. C'est souvent des professionnels qui m'alertent. Ce qui se passe, c'est que dans la foulée de la publication des Fossoyeurs, c'est une tempête médiatique, franchement sans précédent, qui va durer plusieurs mois. Et je reçois, en même temps que j'assure la promotion de cette enquête, des centaines puis des milliers de courriers. Alors, c'est des courriers qui arrivent chez mon éditeur, c'est ma boîte mail qui se remplit tous les jours, et des gens qui vont raconter ce qu'eux-mêmes ont vécu comme dysfonctionnement dans les EHPAD, remercier les sources, et puis très vite, on me propose d'autres enquêtes. On propose des enquêtes sur parfois des très grosses boîtes, avec même d'anciens dirigeants qui m'apportent des documents, mais surtout des enquêtes sur le secteur de la santé et de la vulnérabilité, sur la psychiatrie, sur le handicap, sur plein de sujets, et énormément sur les crèches. Et très vite, je crois, une semaine après la sortie du livre, Les Fossoyeurs, je reçois un premier mail où une équipe de crèche, c'est une équipe entière qui me contacte, elle est basée à Aix-en-Provence, et elle me raconte que ce qu'elles vivent, c'est ce qui se passait en gros dans le secteur du grand âge, qu'elles retrouvent les mêmes pratiques, elles font les parallèles. Le parallèle entre moi, ce que j'ai rapporté, elles me disent, voilà, on fait face à des logiques d'optimisation des coûts, on nous demande de réduire de 5% les repas des enfants, il n'y a pas de remplacement comme il faudrait, on embauche des filles qui n'ont aucune expérience, il y a notre directrice qui a l'obsession du taux d'occupation, enfin on me raconte les mêmes logiques. Et bon, c'est un processus lent. Vous avez déjà une alerte, puis après, tu as une deuxième alerte, puis après, tu as une avalanche de mails qui concernent ce groupe en particulier, People and Baby. Et donc, je commence à répondre à ces mails, à partir, du coup, à Aix-en-Provence, rencontrer l'équipe, à aller à Metz, à aller à Lille, à aller à Lyon, à rencontrer des familles et des directrices. Et je dois dire qu'au début, j'ai un peu le même mouvement que sur les EHPAD. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un sujet. Parce que je pense que j'ai ce truc de me dire, bon, contrairement aux EHPAD, les EHPAD, il y avait le sujet du fait que les personnes âgées étaient laissées parfois dans cette maison de retraite pendant des semaines sans que la famille vienne. Ce qui donnait la possibilité
à certaines sociétés d'abuser d'eux. Je me disais, mais comment c'est possible dans les crèches alors que tous les soirs, tu vas chercher ton Ouais, tous les enfant, soirs, quoi. tu vas chercher ton enfant, tous les matins, tu le ouais. déposes. Et donc, je voyais pas comment on ne pouvait pas voir ces maltraitances, comment elles pouvaient perdurer. Et même sur les logiques d'optimisation des coûts, j'avais un doute. Je ne savais pas s'il y avait un scandale vraiment d'ampleur. Et en fait, c'est progressivement, en écoutant le témoignage des familles, en comprenant les mécanismes, que tu saisis l'ampleur du drame qui se joue. Et là, les maltraitances en question, si on rentre un peu dans le détail dans ce que tu vas découvrir, c'est des marques de coups, c'est des enfants qui parfois sont affamés quand ils rentrent chez eux le soir, c'est des traumatismes aussi, on va pouvoir en parler. Est-ce que tu peux nous décrire justement l'étendue de ces formes de maltraitance que tu as pu observer avec ces témoignages ? Je pars d'un exemple d'une crèche qui est située à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, dans lequel il y a une femme qui va me contacter assez rapidement, que je surnomme Zora. C'est une des rares qui ne témoigne pas en son nom, quasiment toutes les autres familles le font. Elle me contacte parce que son enfant a été victime de maltraitance pendant plus d'1 an dans cette crèche. Elle a mis du temps à s'en rendre compte. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a tout le sujet aussi de la culpabilité de ne pas avoir vu les signaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, elle dépose son enfant dans cette crèche. Elle est assez confiante. C'est une crèche qui vient d'être achetée par People and Baby, un groupe qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil. Et elle est assez contente de l'équipe. Et puis progressivement, en fait, une partie de l'équipe part et la nouvelle équipe arrive avec une directrice de People and Baby, avec les pratiques de People and Baby. Et là, ça se met à dysfonctionner, mais c'est difficile à sentir. Bon, l'ambiance n'est plus la même, les filles ont l'air moins bien, et puis il y a des départs, du turnover. Puis elle voit son fils qui ne veut plus aller à la crèche, il se jette par terre, il se met à pleurer. Mais bon, un enfant qui ne veut pas aller à la crèche, moi-même, ça m'est arrivé que ma fille ne veut pas aller à la crèche. Et sur le moment, elles se disent, parce qu'il faut le dire, c'est souvent des mères qui vont déposer quand même leurs enfants. Parfois, elles travaillent en parallèle, parfois, elles ont 1000 autres choses à gérer. Donc, elles ne se posent pas forcément la question. Et il y a ce sentiment de culpabilité, d'ailleurs, qui va naître, comme tu le dis. Et oui, sur le moment, elles se disent, peut-être que c'est normal. Oui, effectivement, un enfant qui ne veut pas aller à l'école, ça arrive, quoi. Et d'ailleurs, quand vraiment ça ne va pas, elle me raconte ça, cette femme. Elle me dit, je vais voir... J'en parle à mes copines. J'en parle à mes copines parce que c'est vrai, mon enfant, Sofiane, il perd du poids, il a perdu l'appétit, il fait des cauchemars le soir, il veut pas aller à la crèche, il a des crises d'humeur et donc elle est inquiète. Et puis on lui dit, ses copines lui disent, en gros, t'es un peu maman poule. Il faut pas que tu t'inquiètes. Ça nous est tous arrivé que notre enfant, au début, il a un peu du mal avec la collectivité. C'est quand il se sépare de la mère. Bon, ça arrive. Et effectivement, ça arrive. Et c'est souvent ce qu'on dit aux mères. Sauf que dans ce cas-là, effectivement, pendant plusieurs mois, cet enfant, mais il n'est pas le seul, elle va découvrir, après avoir porté plainte, qu'il y en a 8 autres. Ils sont au moins 9 enfants à avoir subi des maltraitances dans cette même crèche. Et alors, ça allait de la punition. On punissait cet enfant, Sofiane. La directrice le prenait, l'emmenait dans une pièce à part. Elle l'enfermait dans le noir, sans son doudou, sans sa tétine, et elle le laissait pleurer pendant de longs moments, et ça c'est extrêmement traumatisant pour un enfant. Il y a le cas, puisque tu parles des punitions, je sais plus si c'est dans cette même crèche, mais tu parles aussi d'enfants qui vont être mis dehors, dans le froid, sans manteau, il me semble, là aussi comme une forme de punition, parce qu'ils étaient pas sages, ou ils faisaient trop de bruit, ou je sais plus quel était le... On les punit alors qu'ils ont même pas 1 an, et on les punit violemment, et il y a effectivement cet autre enfant qui va être puni, et la mère raconte, effectivement, la directrice l'a mis dehors sans manteau, dans le froid, pendant longtemps. Et après, la mère raconte que pendant des mois, il avait un TOC, il ne voulait plus quitter son manteau. Il n'arrivait plus à quitter son manteau. Ça crée des traumatismes. Bien sûr, ça crée des traumatismes, ça crée des séquelles. Donc, il y a eu ce genre de punition. Il y a eu des humiliations aussi liées au change, qui ont eux aussi entraîné des séquelles, avec des enfants qui, plusieurs années plus tard, n'étaient toujours pas propres et devaient porter des couches. Et il y a eu des choses encore plus graves, avec effectivement des enfants qu'on pousse par terre et des coups. Et elle va constater à un certain moment des traces sur le cou de son fils, une trace d'empoignement et des griffures. Et heureusement, elle est médecin, son mari aussi, ils sont ophtalmos.
Ils ont fait, je ne sais pas combien, je crois que c'est 13 ou 15 ans d'études pour le mari. Voir ce genre ils savent voir ce genre de choses et ils vont faire constater tout de suite par médecin et ils portent plainte. Et là, ça ouvre une enquête. Il y a un certain nombre d'auxiliaires qui décident de parler et qui disent « oui, il y a eu des maltraitances graves ». Et d'ailleurs, certaines d'entre elles avaient alerté les familles en disant « retirez vos enfants ». Au début du livre, tu parles effectivement d'une salariée de cette crèche qui sort par la fenêtre, il me semble, de la crèche et court vers, il me semble que c'est vrai, en disant en fait, retirez vos enfants tout de suite de cette crèche parce que en fait, on n'est plus capable de prendre soin d'eux, quoi. C'est des auxiliaires qui font partie de l'ancien groupe, 1, 2, 3 Soleil, qui ne supportent pas les nouvelles pratiques qui sont mises en place par People and Baby. Et effectivement, elles veulent alerter, mais en même temps, elles ont très peur de perdre leur boulot, très peur qu'on porte plainte contre elles. Et donc, elles vont le faire discrètement. Et il y a un moment, il y a une mère qui s'inquiète. Elle demande « mais qu'est-ce qu'il a, mon enfant ?» Quand elle est dans la crèche, elle demande des réponses. L'autre lui répond pas. Elle sort et arrivée sur le parking, il y a effectivement l'auxiliaire de puériculture qui saute par la fenêtre, qui court après elle et qui lui dit « écoutez, il faut que vous sortiez très vite votre enfant. On n'a plus les moyens d'assurer sa sécurité. Ça dysfonctionne trop. On ne veut pas nous écouter. Il faut que vous partiez. » Quand vous êtes mère, c'est horrible. Et surtout qu'on est dans une situation où, je veux dire, changer de crèche, quand on sait qu'il y a des difficultés justement à avoir de la place dans les crèches, bah, c'est pas changer d'opérateur téléphonique ou changer de... C'est quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps, qui demande des moyens et parfois il n'y a pas d'autre crèche qui est disponible. Donc il y a aussi ce que tu décris, un sentiment d'impuissance parfois chez certaines familles qui se retrouvent en difficulté face à tout ça. Et ça raconte la pénurie de place en France. Hein. C'est très dur de trouver une place. Toutes ces femmes qui m'ont parlé, c'est toujours la même histoire. Elles vont voir, elles appellent leur mairie. Ah, je viens d'avoir un enfant, ou parfois... 6 mois avant qu'elles aient accouché, elles se préparent. Elles appellent la mairie, on leur dit « bon, il n'y a pas de place » ou alors vraiment, il y a 3 ans d'attente. Du coup, elles font toutes les crèches autour de chez elles. Elles ont du mal à trouver une place. Elles appellent People and Baby. Elles ne tombent pas sur la directrice, mais sur une commerciale du siège qui, on le racontera, propose un certain nombre de pratiques, de contrats pour être sûr d'avoir une place. Ça coûte très, très cher. Et ensuite... Quand vous faites face à ces dysfonctionnements, et elles sont plusieurs à me le raconter, il y a une chose terrible, c'est que parfois elles n'ont pas su voir les signes, et parfois elles me le disent, en fait elles ont vu. Elles ont vu qu'il y avait un problème avec la crèche, mais elles n'ont pas voulu voir parce qu'elles savaient, elles disaient, je bossais comme une dingue. Elle était médecin en l'occurrence. Mais c'est le cas de Johanna qui était commerciale et qui, elle, était en plus seule, célibataire. Elle me dit, je bossais comme une dingue. J'ai pas d'autre mode de garde. Je peux pas garder mon enfant à la maison, sinon j'arrête de travailler. Et donc, pendant un certain temps, parfois des semaines et des mois, elles ont laissé leur enfant en se disant, de toute façon, j'ai pas d'autre solution. J'espère que ça va pas aller plus loin. Et ça, cette culpabilité, quand vous vous rendez compte qu'en fait, c'est devenu très grave, là, vous dites, mince, mon mari m'avait dit d'arrêter de travailler, mais moi, je voulais pas parce que je voulais rester indépendante et puis j'aime bien mon boulot et pourquoi je devrais m'arrêter de travailler. Et il y a une culpabilité très forte à se dire, j'ai préféré mon travail au détriment de la sécurité de mon enfant. Et donc, on a ces cas de maltraitance, on parle de coups, on parle de punition avec ce que tu as pu décrire ici, avec des conséquences, des traumatismes importants, des pertes de poids aussi. Dans plein de crèches, il y a des courbes de croissance étonnantes parce que il y a des formes de rationnement sur la nourriture. On va venir là-dessus un peu après sur la façon dont c'est géré. Ce que tu dis au passage, et je pense qu'on peut en parler ici aussi, c'est que évidemment, là, on voit ce qui ne fonctionne pas. Mais ce que tu dis aussi, c'est que dans ce secteur-là, c'est beaucoup de femmes, parce que c'est très souvent des femmes qui travaillent sur ce domaine-là, qui travaillent au sein de ces entreprises et qui sont parfois elles-mêmes victimes aussi d'un système du coup qu'on va voir aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y ait évidemment l'immense majorité des personnes qui travaillent dans ce domaine qui font du mieux qu'elles peuvent pour justement prendre soin de ces enfants-là. Ce que tu dénonces dans le livre, c'est la façon dont, quand il y a des problèmes, c'est géré, ou à l'inverse, c'est pas géré par ces entreprises-là pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de situation. Bien sûr, ça, tu as raison, il faut le répéter. J'essaie de le répéter à chaque intervention parce qu'en face, ils sont habiles sur leur communication. Ils expliquent une enquête de plus qui va dénoncer les pratiques de nos salariés alors qu'elles font un boulot exceptionnel et tout. Dans ce livre, comme dans le précédent, jamais il est question des pratiques du terrain. Ce que je questionne, moi, l'objectif de mes enquêtes, c'est toujours de parler de la responsabilité du siège et de quelques membres
à la direction générale qui mettent en place ces pratiques RH, ces pratiques d'optimisation des coûts, ces pratiques financières. Toujours. Évidemment, l'immense majorité des auxiliaires de puériculture, des infirmières, des directrices, elles font un boulot inestimable, extrêmement difficile, dans des conditions parfois impossibles, en étant très mal payées. Et elles sont, alors qu'elles remplissent une mission essentielle à notre société, très peu valorisées par la société. Et c'est exactement le même sujet que dans les EHPAD. Donc, il faut évidemment leur rendre hommage. Et ce sont des femmes, la plupart du temps, peu syndiquées, et très jeunes. C'est des jeunes filles entre 20 et 30 ans. Et le boulot qu'elles font est inestimable. Ce que je raconte, moi, c'est ces logiques financières et comment les pratiques du siège, elles en sont autant victimes que les enfants. Et tu dis d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, tu dis ce qui est frappant, c'est que cette crèche d'une trentaine de berceaux, donc là il me semble que tu parles de Villeneuve-d'Ascq, a pu être le théâtre de dérives graves pendant plus d'1 an et demi, sans qu'aucune procédure interne donne l'alerte, sans que jamais le siège réagisse. Et ça rejoint une autre situation, alors qui concerne là encore People and Baby. C'était dans l'actualité il y a quelque temps, le décès à Lyon d'une jeune fille de 11 mois, une employée qui lui avait fait ingérer du Desktop, et donc c'est un produit forcément toxique qu'on n'ingère pas. Cette fille, Lisa, de 11 mois, est décédée suite à cela. Ce que tu racontes dans le livre, c'est aussi des failles et des vrais problèmes d'un point de vue de recrutement et de suivi de recrutement, avec des personnes qui se retrouvent avec des responsabilités alors qu'elles ne devraient pas visiblement avoir ces responsabilités, en tout cas si les contrôles sont bien faits et le processus est bien fait. Exactement. Tout le sujet dans ce secteur, comme tous les secteurs qui concernent la vulnérabilité, le handicap c'est pareil, la psychiatrie, tout le sujet c'est la gestion des ressources humaines. C'est l'argent que tu mets dedans et les pratiques que tu mets en place. Cet exemple, il est éloquent. Il y a effectivement ce drame terrible où une femme, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle le raconte à ce moment-là, pète un plomb et empoisonne un enfant et il décède. C'est un tremblement de terre pour People and Baby et c'est un tremblement de terre pour le secteur en entier. Il y a d'ailleurs une enquête IGAS qui va être menée après, demandée par le gouvernement. De l'époque. Exactement, Jean-Christophe Combe. Donc c'est tout le secteur qui est branlé. Qu'est-ce que dit la direction générale de People and Baby et les fondateurs, Christophe Durieux et Odile Broglin? Ils disent... Bon, c'est un cas isolé d'une femme qui a pété un plomb et ça n'a... Ne faites pas une généralité. Mais oui, mais arrêtez de dire que c'est lié à nos pratiques, ça n'a absolument rien à voir. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement de comprendre comment certaines pratiques maximisent la survenance de ces risques. Le risque zéro, ça n'existe pas. En revanche, tu peux ou minimiser ou maximiser. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle a été embauchée quelques mois plus tôt, quelques mois avant ce drame, par un autre groupe, en l'occurrence Babylou. Et j'ai pu parler à la directrice qui l'avait embauchée. J'ai pu avoir tout le calendrier de la semaine, toutes les transmissions. J'ai pu tout avoir. Qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué? Tous les jours, ils ont constaté, il y a eu des alertes sur le comportement de cette femme. Le premier jour, elle arrive avec du retard. Le deuxième jour, on la retrouve elle met un bébé sur une table allongée et elle s'en va. Donc, c'est la base. Jamais tu fais ça. Sûr, ouais. Donc, on comprend qu'elle ne sait pas faire. Le troisième jour, on la retrouve avec des enfants. Elle n'arrive pas à jouer avec eux. Elle ne fait aucune transmission ensuite aux professionnels, etc. Bon, au bout de 5 jours, la directrice et les équipes décident de la sortir de l'établissement et considèrent qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Voilà. Donc ça, c'était avec son ancien employeur. Ça, c'était avec son ancien employeur. Chez People and Baby, elle a été embauchée, laissée comme ça dans le groupe pendant 3 mois, sans qu'il y ait de remontée d'informations particulières. Et plus grave, ce que m'explique la directrice du groupe précédent, c'est qu'il y a une règle très simple. Quand vous avez moins de 2 ans d'expérience en collectivité avec des enfants, vous ne pouvez pas ouvrir seul une crèche et vous retrouver seul avec un bébé. Donc être en autonomie avec des enfants aussi vulnérables. Impossible. Et donc vous êtes constamment accompagné d'une personne plus expérimentée. Ça n'empêche pas des risques. Ça le minimise évidemment. Bon, chez People and Baby, on a pris le risque de laisser une femme qui avait quasiment aucune expérience en collectivité, qui en gros avait été nounou, babysitteuse, contrairement d'ailleurs à ce qu'affirmait People and Baby. Exactement. Elle a de l'expérience. Elle a 10 ans d'expérience. On pouvait pas savoir. J'ai eu son CV, elle a 10 ans d'expérience, elle a fait du babysitting, elle n'a pas bossé dans une crèche. Et donc c'était une personne qui avait très peu d'expérience, qui devait être considérée comme une stagiaire, et donc être accompagnée en permanence. Bon, on l'a laissée seule avec un enfant. Eh bien, oui, il y a une responsabilité. J'en ai d'ailleurs
parlé avec les fondateurs de ce groupe. Ça a été un échange extrêmement vif, où ils expliquaient que ce que je disais était totalement faux. Qu'est-ce qui a été mis en place chez People & Bibi peu après ça? Bon, on ne laissera plus jamais, à l'ouverture des crèches, maintenant, on met 2 professionnels. Ce qui montre bien que, évidemment, c'était une prise de risque d'en mettre qu'une seule. Ce que je trouve aussi important à souligner, ce que tu décris dans le livre, c'est que dans le cas ici de ces situations et de ces témoignages qu'il y a pu avoir dans le cas de ces crèches de People & Baby, c'est qu'à la fois, il y a des salariés de People & Baby qui essaient de témoigner, qui essaient d'expliquer qu'il y a un problème, qui essaient de faire remonter l'information et qui se retrouvent parfois même sanctionnés pour avoir essayé de trouver les solutions ou de sonner, on va dire, l'alarme, on va dire, sur tout ça. Et il y a aussi des parents qui essaient de témoigner et qui se retrouvent avec des pressions, y compris face à la justice, avec un groupe qui va essayer de les réduire au silence et de faire en sorte qu'elles ne prennent pas la parole sur le sujet quand il y a ces affaires qui éclatent. Ce comportement, le comportement de ce groupe face à ces dysfonctionnements, face à ces faits de maltraitance, il est dingue. Personne ne se comporte comme ça. Il y a eu l'exemple à Villeneuve-d'Ascq, il y a un certain nombre de femmes qui décident d'alerter. Et lorsqu'elles alertent, effectivement, elles sont sanctionnées. Il y a une femme qui raconte, qui va alerter notamment Zora, cette mère dont je parlais tout à l'heure. 1 heure après, elle reçoit un texto, elle est virée de la crèche. Lorsque des familles alertent le siège, on ne met pas en place d'enquête interne, on ne les écoute pas, on ne les reçoit pas, ce qui est la base. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe 3 semaines après, quand elles commencent à parler aux médias, elles reçoivent quoi? Mise en garde, menace de procédure de diffamation. Et l'ensemble des familles, moi, avec qui j'ai pu m'entretenir, ont reçu des plaintes en diffamation, effectivement pour être réduits au silence. Sur ce point précis, c'est le seul groupe qui se comporte comme ça. C'est une folie de porter plainte contre des familles qui demandent simplement une chose. C'est à essayer d'obtenir la vérité sur ce qui s'est passé pour pouvoir l'expliquer à leur enfant et pouvoir tourner la page. Donc, ça dit beaucoup de la brutalité d'un groupe, la manière dont il va ou non écouter les parents et les salariés qui se plaignent de dysfonctionnement. On parlait des maltraitances, je voulais qu'on évoque aussi du coup la question du manque de moyens qu'on retrouve dans ces nombreuses crèches et que tu décris aussi. L'un des éléments les plus marquants, parce que c'est très parlant, parce qu'on le comprend facilement, c'est cette question du rationnement, notamment sur la question de la nourriture, la façon dont tout ça est géré pour faire des économies. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on le disait, on parle d'enfants parfois qui rentrent chez eux le soir, qui sont affamés, il y a des parents qui ne comprennent pas comment avant, en fait, ça avait l'air d'aller, et maintenant, depuis quelques mois, leurs enfants sont affamés en rentrant. Est-ce que tu peux nous expliquer cette situation et comment est-ce qu'on se retrouve face à ça? Moi, la question de l'alimentation, c'est souvent un des points qui me passionne le plus. Il y avait eu le sujet chez Orpea avec des rationnements très graves où on ne devait pas dépenser que plus de 4,20 € par jour et par résident, et ça entraînait des problèmes de dénutrition immenses. Souvent, c'est la base du bien-être, de la santé, c'est la base. Il y a des groupes qui ne rognent pas sur ces coups, parce que d'ailleurs, ils m'en parlent. J'ai eu des discussions avec certains fondateurs qui me disent « Mais pourquoi tu veux qu'on rogne, qu'on gagne 20 centimes sur un repas, sur l'ensemble de nos dépenses, ça ne représente rien ». Bon, il y a des groupes comme People & Baby, ils tiraient sur tout. Il n'y a pas une seule ligne sur laquelle ils ne tiraient pas. Donc, parfois sur des choses qui paraissent lunaires parce que c'est un chiffre d'affaires à plus de 100 millions d'euros à un moment. Enfin, c'est colossal comme entreprise. Et maintenant, c'est beaucoup plus. Et ça vient effectivement et ça vient jouer sur quelques centimes d'euros par repas. Ouais. Donc, c'est l'obsession d'un fondateur d'aller tirer sur tous les coups. Qu'est-ce qu'on me raconte qui a des incidences sur la qualité de la nourriture? La première chose, c'est que ce groupe donc, voulait optimiser absolument les coûts et donc faisait des appels d'offres en tirant sur les prix au maximum. Et donc, à ce moment-là, je raconte notamment, j'ai un cahier, je reçois un appel d'offres avec le cahier des charges écrit par People & Baby en 2014. Donc, c'est People & Baby qui cherche à avoir une entreprise qui va fournir ses repas pour toute la France les font, et qui disent voilà ce qui est important pour nous et les contraintes ou les choses. Exactement. Bon, déjà, ça fait, je ne sais pas, 10 pages. Ça devrait en faire 10 fois plus, mais c'est un cahier des charges où il n'y a rien. Je vais d'ailleurs rencontrer la personne qui s'occupait des achats, et ça, c'est une rencontre lunaire. J'arrive, je crois que c'est en Bretagne, à Saint-Malo.
Je le retrouve dans une pizzeria, il accepte de me parler. C'était le directeur, l'ancien directeur des achats. Je vois arriver un mec très sympa au demeurant, avec une barbe, un t-shirt de rocker, une veste en cuir. Il prend une bière et tout, puis on commence à discuter et il me raconte son expérience de directeur des achats. Et donc je lui dis, mais il est devenu donc directeur des achats. Je lui dis, vous aviez une expérience dans la petite enfance? Je bossais avant dans les pompes funèbres. Je suis arrivé à ce poste, la personne d'avant a démissionné, donc je suis devenu directeur. Et je lui dis, et du coup, qui mettait en place le cahier des charges nutritionnelles pour les enfants? À savoir, normalement, il y a des experts nutritionnels qui vous disent la fréquence de la viande, de telle viande, des légumes, de combien il faut de grammage, etc. Et tout. Je dis, non, mais moi, j'étais seul. C'est moi qui m'occupais de faire le cahier des charges. Mais je lui dis, du coup, mais tu connais quelque chose sur la nutrition des enfants? Toi, t'as des enfants? Ah non, pas du tout. Mais du coup, je regardais sur Internet. Et puis, je faisais la demande comme ça. Et je voyais là la folie de mettre en place un cahier des charges avec une seule personne qui n'a absolument aucune compétence en la matière. Il m'a dit d'ailleurs, écoutez, oui, je me suis rendu compte que c'était dingue quand après j'ai été embauché par un autre groupe et que pour faire ces appels d'offres, on était 10. Ouais. Avec des experts financiers, des experts de nutrition et tout ce qu'il fallait. Bon, là, il était seul. Ouais. Et il me raconte effectivement que la seule obsession du groupe, c'était sur le prix. Et là, il devait tirer les prix. Il demandait à ce que par repas, par jour, ça coûte moins de 3 €. Donc on passe sous les 3 €. Et j'ai eu l'un des fournisseurs de l'époque, Elior, qui est le plus grand fournisseur de repas en crèche de France. C'est vraiment l'expert en la matière. Et qui me dit, mais en fait, il tirait 20% de moins que les autres. Et qui d'ailleurs a fini par arrêter de bosser avec eux. Ouais. Alors, après, il y a il me semble une filiale de cette boîte qui a fini par accepté, bosser avec eux. Mais en gros, il faisait des appels d'offres totalement dingues. Et donc, à un moment, il y a une des branches de la filiale qui prend cet appel d'offres simplement pour obtenir du volume. Et il l'engueule en lui disant, mais on ne peut pas à ces prix-là. C'est pas possible, en fait. Du coup, quand tu fais à ces prix-là, au lieu d'avoir des produits, par exemple du poisson frais, tu vas avoir du poisson surgelé. Au lieu d'avoir des produits, de la viande, je sais pas, tous les 2 jours, tu vas l'avoir tous les 3 jours. Il y a la fréquence qui diminue. Tu vas avoir des produits de moins bonne qualité qui viennent de l'étranger. Il y a tout un tas de sujets. Et d'ailleurs, il y avait ce sujet de l'optimisation sur le prix, qui va faire qu'à un moment, ce fournisseur dire « ça suffit, on ne répond plus ». D'ailleurs, le cahier des charges qui m'a montré le dernier appel d'offres de 2023 est encore plus dingue. Il me dit « j'ai jamais vu ça ». Ils font un appel d'offres où ils demandent au fournisseur de proposer un prix pour une offre qui est 12%. Le grammage est 12% inférieur aux recommandations nutritionnelles gouvernementales. Ah oui, donc noir sur blanc, là, ils assument. Il m'a dit, j'avais jamais vu ça. Ouais. J'ai déjà vu des appels d'offres où il y a 20% de grammage en plus que les recommandations, mais jamais de ma vie, en 20 ans, 12% en moins. Donc il dit, j'ai dit à mes équipes... Ils assument de dire, on va fournir, on va acheter moins que ce qu'on est censé acheter. En tout cas, il faut un appel d'offres pour ça. Et il me dit, j'ai dit à mes équipes, tu ne réponds pas à ça. Le deuxième sujet, donc ça c'est le premier sujet, c'est sur le fait de tirer les prix. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet général, global dans cette boîte, qui est là encore systémique, c'est la pratique du mauvais payeur, qui est devenu un système. Il disait à ses équipes, il obligeait ses équipes à ne pas payer ses fournisseurs. Et donc, il y a des fournisseurs de couches, de jouets, de repas qui n'étaient pas payés. En l'occurrence, Elior, à un moment, il y avait plus d'1 100 000 de factures impayées. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Comme il devait de l'argent à tout le monde et qu'il ne payait pas, il y avait les directrices. Moi, je découvre par le siège qu'il y a ce problème de non-paiement. Et les fournisseurs qui sont plus payés. Donc People and Baby qui fait appel à des boîtes pour tout un tas de choses et qui finalement les paie pas. Et tu sais quoi, allez au tribunal, on verra plus tard. Et donc, j'ai découvert des centaines de procès. Donc, il y a ça. Et sur le terrain, je rencontre plein de directrices qui me disent « Mais Victor, il y avait en plus des pratiques d'optimisation, des coûts, etc. Il y a un sujet, c'est la maintenance et l'approvisionnement. » Ils disent « Moi, je me suis retrouvé je ne sais pas combien de fois avec la livraison du lait
annulé. La livraison de la nourriture, annulée. Et donc, elle me dit, la livraison des couches, annulée régulièrement. Et donc, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait quand tu es directrice? Tu dois gérer des enfants, les équipes. Qui ont faim ou qui ont besoin de... Et ben, elle me dit, mais j'ai beaucoup de témoignages là-dessus, bah, tu prends ta bagnole, tu vas dans la ville la plus proche, tu vas au supermarché, à Carrefour, à Auchan, et avec ta carte, tu vas acheter des couches qui peut-être sont pas adaptées, tu vas acheter des petits pots, tu vas acheter du lait, et elles sont nombreuses à le raconter, et à le raconter à visage découvert. Ça, c'est très important. Et ça dit la manière dont ce groupe fonctionnait, c'était un fonctionnement constamment en mode dégradé, et la pression qu'il y a sur les équipes. Il te manque un membre de tes équipes. Tu as un enfant en plus que la capacité réglementaire. Il y a aussi une suroccupation, il y a trop d'enfants dans de nombreuses crèches par rapport aux standards, par rapport à ce qu'il faudrait. Et donc, il y a non seulement pas assez de moyens, et en plus, il y a trop d'enfants en parallèle dans de nombreuses... elle raconte donc ces dysfonctionnements dont on parle, où on va tirer sur les coups partout, et elle raconte, et elles sont nombreuses encore à le faire, qu'on leur demande. C'est le cas d'une femme qui d'ailleurs a décidé de témoigner là dans les médias récemment, qui s'appelle Alice Régnier, qui est dans le livre, qui était directrice multisite en Ile-de-France. Elle raconte plein de dérives, et notamment celle de la suroccupation, où en gros on lui disait, bon, dans ta crèche, t'as droit, t'as un agrément pour 10 enfants, et ça fait 12 avec les accueils d'urgence, parce qu'on a droit d'accueillir des enfants parfois en urgence pour une journée. Et elle me dit, bah moi, en fait, j'avais le siège qui me disait, écoute, on a des demandes là, tiens, ça serait bien que tu le prennes. Et donc, elle me dit, je passais à 13, à 14, à 15, et je leur disais, je n'ai pas la place, je n'ai même pas la place pour mettre le lit. Elle dit, il n'y a pas la superficie pour mettre les lits, il n'y a pas le nombre de professionnels suffisant. Et ça, évidemment, quand vous mettez en place ces pratiques, c'est quoi? Il y a deux choses. C'est quand tu rajoutes 1 ou 2 berceaux supplémentaires, c'est de la marge nette. C'est hyper rentable. Comme tu ne payes pas de masse salariale tu en rapport... pas un salarié en plus, mais tu as X milliers d'euros qui vont rentrer parce qu'il y a un enfant en gros, 20 000 euros. Ouais. Tu as 20 000 euros en plus par crèche par an. C'est de la marge nette. Donc, au siège, ça pousse fort. Et dans l'autre sens, c'est une pression énorme sur les équipes parce que pour le même effectif, tu dois gérer 1, 2, 3 enfants en plus. Et c'est comme ça que ça casse. Surtout que ce qui est donc... des coûts qu'on fait baisser le plus possible, voire on ne paye pas des fournisseurs. De fait, une marge qui augmente parce qu'on essaie d'avoir le plus d'enfants possible dans les crèches. Ce qui est assez lunaire dans ce que tu racontes aussi là, c'est un terme que j'avais jamais entendu avant, la politique de la qualité perçue. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains domaines où les dépenses, on veut les faire et avec grand plaisir on va les faire, quitte d'ailleurs à ne pas faire par ailleurs d'autres... justement des achats de jouets ou de choses qui sont essentielles. Tu parles de politique de la qualité perçue. En gros, c'est se dire... faut quand même que les parents, quand ils arrivent, ils aient l'impression que ce soit beau, ce soit bien décoré, ce soit sympa. La qualité perçue, c'est une notion, il faut savoir l'inventer en fait. Qualité perçue, ça veut dire souvent que tu as des négligences sur la qualité réelle. Oui, sinon la qualité perçue, c'est la vitrine, ce que tu montres aux parents. C'était d'ailleurs la même chose chez Orpea. Tu avais des EHPAD magnifiques. Je racontais celui de Neuilly-sur-Seine, magnifique, avec de la moquette, du piano, etc. Et derrière, c'était la catastrophe. Il y avait la notion de « il faut que la vitrine soit belle ». Bon, là, c'est pareil, notamment de cette jeune fille, Anna Cauchy, qui est hallucinant. Elle me raconte qu'en gros, elle travaille en psychiatrie et elle est toute jeune, hein, elle a moins de 25 ans à l'époque. Elle me dit, tiens, à ce moment-là, je veux travailler dans le secteur de la petite enfance, j'en rêve, et donc je fais un master en management pour devenir directrice. Elle n'a pas fini son master, elle n'a pas eu son diplôme, elle voit une annonce, elle postule comme ça, hein, et puis on la rappelle direct, et elle se prépare pour l'entretien, on lui propose un entretien, elle se prépare pendant des heures, et comme c'est une crèche bilingue, elle réapprend l'anglais, etc. et tout, et elle me dit, bon, en fait, ça durera 5 minutes, et moi qui étais terrifié parce que j'avais aucune expérience, d'ailleurs je leur dis plusieurs fois au téléphone, ils me disent, non mais il n'y a pas de... vous inquiétez pas. Toujours la question de recrutement. Vous inquiétez pas, et puis vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Elle me dit, bon, on me dit, vous allez gérer 2 crèches, dont une qui va ouvrir, et il faut que vous soyez à Paris dans 1 mois. Donc elle quitte tout, elle s'installe à Paris. Là, elle se retrouve dans cette crèche, et en fait, elle me dit, c'est un désastre, j'arrive dans cette crèche, je dois ouvrir une crèche, donc gérer tout, les frigos, le four, enfin, j'ouvre la crèche, quoi. Tout est neuf. Et l'arrivée de parents avec des enfants, elle me dit, je n'ai jamais
j'ai aucune expérience en crèche. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je suis avec une auxiliaire, donc on est 2 pour l'ouverture de la crèche. Je suis avec une auxiliaire qui est plus jeune que moi. Elle a entre 18 et 20 ans. Elle n'a jamais changé une couche de sa vie. Donc elle me dit, moi qui suis directrice, normalement, je ne dois pas m'occuper des enfants, je me retrouve à changer les couches. Elle me dit, en vrai, on prend peur. Parce qu'on nous demande de gérer des enfants et l'ouverture de cette crèche, et on ne sait pas faire. Et on nous laisse seuls, et le siège ne répond pas, et je n'ai pas de directrice pour m'accompagner. Et chaque jour, ça va être encore pire. L'alarme incendie qui ne marche pas, il y a de plus en plus d'enfants. Elle me dit, je suis dépassée. J'ai peur, quoi. J'ai peur qu'il se passe un drame. Et le mardi ou le mercredi, on lui dit, alors que donc personne l'accompagne, on lui dit, écoute, il y a la fondatrice Odile Broglin qui vient demain à la crèche. Faut que tout soit impeccable. Et tu sais comme c'est important pour elle la notion de qualité perçue. Donc, est-ce que tu pourrais, retour de la qualité perçue, est-ce que tu pourrais mettre des dessins d'enfants sur les murs? Et elle dit, bah attends, je viens d'ouvrir, j'accueille les enfants qui sont en intégration, j'ai 1000 choses à faire, je suis dépassée et tout, je peux pas. Et donc, ils font venir ils font venir une autre directrice qui, avec son mari, pendant 2 heures le soir, va faire de faux dessins d'enfants, des faux dessins d'enfants, de faux gribouillis, parce que pour les afficher sur les murs. Et elle est atterrée en disant, mais attendez, en fait, vous laissez une directrice qui a aucune expérience seule chaque journée et vous occupez des dessins sur les murs pour que ça fasse beau pour les parents. Ce qu'il faut aussi comprendre dans le cas ici de ces crèches privées, c'est que oui, c'est des crèches privées. Oui, du coup, alors il y a des familles clairement qui vont se faire avoir parce que leurs enfants sont maltraités dans certains cas, parce que souvent ça coûte très cher, parce que, on n'aura peut-être pas le temps d'en reparler là, mais il y a parfois des pratiques assez hallucinantes. Par exemple, alors vous déposez un dépôt de garantie quand vous allez inscrire votre enfant dans la crèche. Il y avait une politique qui visiblement se faisait, alors on ne sait pas si ça se fait encore, mais en tout cas qui s'est fait pendant très longtemps, si les parents ne demandent pas leur caution, leur garantie à la fin de tout ça, on va peut-être pas leur donner, quoi. On va pouvoir garder l'argent de notre côté et on va pas attendre qu'ils nous le demandent, on va garder pour nous. Quand une boîte est dysfonctionnelle, c'est quand même ce dont je me rends compte à chaque fois, c'est souvent elle est dysfonctionnelle dans tous les pôles. Dysfonctionnelle dans les fonctions RH, dysfonctionnelle au niveau des achats, au niveau du développement, tous les pôles. Bon, au niveau commercial, c'était pareil, c'est-à-dire il y a là encore plusieurs commerciaux qui témoignent, dont une femme, Jannick Buzyn, qui le fait en son nom, qui d'ailleurs, elle aussi, intervient sur les plateaux et assume, alors qu'elle est toute jeune et elle sait qu'elle prend des risques. Elle sait qu'elle prend des risques, que le groupe porte plainte, etc. Mais elle y va et elle raconte toutes les folies qu'on lui a demandé de faire et l'impression qu'elle avait de devoir tromper les parents. Elle raconte comment, effectivement, elle demande des dépôts de garantie aux parents, qui peuvent être de l'ordre de 1500, 2000, 2500 euros. Et que normalement, de manière automatique, au bout de 2 semaines, quand ils partent, ils reçoivent le dépôt de garantie. Et en fait, elle voit des parents qui la contactent et qui, 6 mois après, n'ont pas eu le dépôt de garantie, qui écrivent un mail et qui n'ont pas le dépôt de garantie, qui parfois 3 ans après, elle me raconte le cas, 3 ans après, toujours pas reçu son dépôt de garantie. Ça faisait de la trésor pour le groupe, du fonds de roulement et surtout, ils espéraient qu'il y ait plein de parents qui un jour abandonnent. C'est d'ailleurs ce qui se passait. Et il y a plein de pratiques comme ça. Il y a aussi la notion, et ça c'est ce groupe qui l'a inventé, c'est une notion dingue, ça s'appelle la GRA, la garantie de réservation anticipée. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est encore une fois, on se sert de la pénurie de places pour en gros prendre encore plus d'argent aux parents. Ouais. On leur dit, vous nous appelez, vous voulez une place pour mars prochain. Vous voulez une place pour mars prochain, votre enfant aura 5 mois. Ok, donc il reste 5-6 mois. Si vous voulez être sûr vraiment de l'avoir de la place, parce que vous savez les demandes et tout, il faut que vous réserviez cette place. Donc on va vous mettre en place une garantie de réservation anticipée. Et en fait, vous devez payer 50% du prix habituel pendant les 6 mois qui viennent. Et donc, il y a des familles qui se retrouvent à payer 2000, 3000, 4000 euros pour une place qu'ils occupent même pas. Parce que c'est de l'argent, c'est pas une avance sur la suite, c'est de l'argent juste pour réserver cette place. Alors que l'enfant, pendant ces 5-6 mois, par exemple, il n'est pas à la crèche, quoi. Mais il y a quand même de l'argent qu'on doit payer. Exactement. Et ça, il y avait plein de pratiques comme ça, il faudra le définir, c'est pas à moi de le faire, mais est-ce que la justice définira que c'est irrégulier ou illégal? En tout cas, c'était pour prendre plus d'argent aux familles, et le groupe était le seul à faire ça. Et il n'y avait pas d'autorité de contrôle comme la DGCCRF qui ont fait des contrôles suffisants pour empêcher ces pratiques. Et donc ça, c'est encore... à côté de la maltraitance sur les enfants, il y avait les pratiques trompeuses sur les parents. Ouais.
Il y a aussi une question assez fondamentale qui est la façon dont l'État se retrouve dans tout ça. Alors, déjà à financer, de fait, ces activités-là, mais aussi parfois à mener une politique qui aggrave les problèmes. Tu parles de stratégie du low cost, et c'est un terme qui est répandu pour parler de cette situation-là, avec un nivellement vers le bas de la qualité et donc aussi des moyens qu'on y met, et tout ça se fait une sorte de cercle vicieux. Il y a peut-être déjà une chose à comprendre, c'est qu'il faut, je pense, expliquer, c'est que quand des parents vont placer leurs enfants dans une crèche privée, oui, ils payent de l'argent, mais ils ne payent pas tout. Il y a une partie de l'argent, une partie du financement qui est effectuée par l'État. Et donc, de fait, il y a de l'argent de l'État qui finance ce système-là. C'est très important pour expliquer une chose, et c'était pareil dans les EHPAD, c'est que ces groupes fonctionnent. Plus de la majorité de leurs revenus, c'est de l'argent public. Ouais. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que derrière ce sujet, il y a la notion d'argent public, c'est-à-dire comment on gère notre argent. Comment ça se passe? En gros, une place de crèche, c'est 20 000 euros par an. Tu as 10 000 euros qui viennent de la prestation de la CAF, en gros, et de ce que payent les parents. C'est-à-dire que tu mets ton enfant, je ne sais pas, 30 heures par semaine à la crèche, et ben, tu vas payer en fonction de tes revenus. Tu payes 500 euros, la CAF paye 500. En gros, tu as donc 10 000 euros par an, c'est famille CAF. Ouais. C'est les heures de présence de bébé. Et tu as 10 000 euros, c'est payé par ce qu'on appelle un réservataire, qui va bloquer la place pour toi. Et ça, c'est soit une mairie, et ça, c'est quand un parent a réussi à avoir une place grâce à sa commune. Tu t'appelles, par exemple, Paris, tu leur demandes une place, et on te trouve une place en crèche. Donc, ça, c'est le réservataire. Et là, c'est encore donc 10 000 euros. Et les réservataires, il y a deux sortes. C'est soit mairie, soit l'entreprise. Et l'entreprise, c'est par exemple tes salariés de L'Oréal, et ton entreprise te permet... C'est d'ailleurs une pratique RH qui attire des collaborateurs, te permet de trouver une place en crèche pour ton enfant. Donc, voilà, les deux sources de revenus, c'est 10 000, 10 000. Ce que je raconte dans le livre et qui, pour moi, est le sujet essentiel, parce que c'est un sujet de société, c'est la pratique du low cost. Pour faire très court, tu as le secteur des crèches qui s'ouvre au privé en 2004, donc il y a maintenant 20 ans, pour une raison... c'est parce que les pouvoirs publics mettent pas assez d'argent, il n'y a pas assez de place en crèche en France. Il n'y a pas assez de place dans les crèches, il n'y a pas assez de moyens pour mettre en place tout ça, ou alors c'est compliqué, donc elles se disent, on va faire appel à des entreprises privées qui vont ouvrir des crèches et qui vont développer tout ça. Exactement. Donc ils ouvrent au privé et ils font un certain nombre de déductions fiscales qu'on n'expliquera pas, mais pour inciter les entreprises à arriver sur le secteur. Donc les entreprises privées arrivent, et là, tu as des mairies qui se disent... nous, on a des crèches municipales, ça nous prend du temps, ça nous coûte cher, etc. Bon, on va déléguer la gestion de nos crèches municipales à des groupes privés parce qu'eux, ils savent bien faire. Ce qui se passe, c'est qu'en gestion directe, une mairie, ça lui coûte à peu près 10-12 000 euros de gérer une place en crèche. C'est ce que ça lui coûte sur son budget municipal par place de crèche. Donc, c'est un gros budget pour une mairie. Il y a des opérateurs qui arrivent. Les premiers opérateurs, c'est notamment le cas d'un groupe qui s'appelle Babylou, que je cite, qui va arriver et qui va faire une proposition autour de 7-8 000 euros par berceau. Donc la mairie, c'est gagnant-gagnant. En gros, la mairie se dit, tu sais quoi, moi ça... J'ai pas à gérer, je donne ça à une boîte privée, ça me coûtera moins cher visiblement parce qu'on est à 7-8 000 euros et en dessous de 10 000 euros. Exactement. Je laisse une entreprise privée le faire. Et l'opérateur privé se dit, avec 7-8 000 euros... c'est un peu moins qu'une crèche d'entreprise, mais en même temps, j'ai pas l'investissement de la création parce que c'est des locaux souvent municipaux. Donc, franchement, ça va. Ce qui se passe, et ce que me racontent un certain nombre de cadres dirigeants de People & Baby et des figures du secteur, ce qui s'est passé, c'est que lors des premiers renouvellements, parce que c'est des appels d'offres qui marchent pour 3, 4, 5 ans, lors des premiers renouvellements, en 2010, il y a une dynamique qui s'est mise en place, qui a tué le secteur. C'est qu'il y a d'autres opérateurs qui sont arrivés, le groupe La Maison Bleue, People & Baby, et un très grand groupe qui s'appelle les Petits Chapeaux Rouges, qui sont 3 des leaders du secteur. Et ils ont dit, on vous propose 8 000 euros. Nous, vous savez quoi, on peut faire moins. On va pas pour le faire à 8, pas à 6, pas à 5. Ils ont cassé les prix. Donc ils proposent aux mairies, ils disent aux mairies qui manquent de moyens, nous, pour moins cher, regardez-nous, le berceau, ce sera pas 7 000 euros, ce sera 6, 5, 4, 3 000 euros, 500 euros dans certains cas. Et donc, ils ont proposé 2 fois moins. Aujourd'hui, c'est même 3 fois moins. Moi, j'ai vu des offres, là, récentes, où ils l'emportent à 2 500 euros. Donc, il y a eu cette dynamique qui est folle. C'est-à-dire, quand
15 ans, entre 2010 et aujourd'hui, les prix des berceaux ont été divisés par 3, alors que normalement, avec l'inflation, ils auraient dû plutôt être doublés. L'offre la moins chère propose en général, c'est ce qui va se passer, il y a 10% de masse salariale en moins. C'est-à-dire que quand l'opérateur le moins cher l'emporte, il va baisser les effectifs d'1 ou 2 postes par structure. Et là, il casse la mécanique d'une crèche. Et donc, en faisant ça, ça a dégradé les conditions de travail, ça a dégradé la qualité de la prise en charge. Et donc, on peut dire, le privé, leur obsession, c'est gagner de l'argent, ils pensent qu'au profit, c'est terrible ce qu'ils font, etc. C'est une partie de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une responsabilité immense d'un certain nombre de mairies. Moi, je cite le cas d'Aix-en-Provence, je cite le cas de Nogent-sur-Marne, mais il y en a plein en France. Et je pense que d'ailleurs, ce serait intéressant. Ça va être intéressant de voir comment certains parents dans leur ville, certains journalistes vont réagir pour essayer de voir dans leur mairie comment ça s'est passé et si les prix ont diminué. Ça va être très intéressant à voir dans les prochaines semaines. Quand on parle de la question du lien aussi avec l'État, et c'est bien mieux décrit dans le livre, mais tu parles de travaux qui sont surévalués par People and Baby pour garder de l'argent de côté. Donc, c'est des travaux en général qui sont financés par la CAF, donc c'est de l'argent public de fait, et qui en fait se retrouvent avec des devis surévalués pour en fait garder de l'argent à côté. T'évoques quelque chose qu'on avait vu avec d'autres entreprises aussi pendant le Covid, avec une entreprise comme People and Baby qui, lors du Covid et lors de l'annonce de la possibilité de chômage technique, donc de se dire, bon, il y a le Covid, tout le monde est chez eux, donc l'État va faciliter ce système qui permet de financer finalement les salaires ou une partie du salaire des entreprises qui ne peuvent plus travailler. Il y a People and Baby qui se dit, on va prendre l'argent de ce chômage technique, donc tout le monde va être au chômage technique parce que oui, ils sont chez eux, mais vous allez quand même continuer à bosser. Donc, en fait, l'État va financer littéralement et va payer les salaires de gens qui continuent à travailler en parallèle. C'est un des nombreux épisodes qui est dingue qu'on me raconte. Il y a évidemment un sujet sur l'optimisation des coûts, il y a un sujet sur la gestion de l'argent public où on va aussi demander aux directrices de déclarer de fausses heures de présence de bébé pour toucher plus d'argent. Mais ce sujet du chômage partiel, il est dingue. En fait, effectivement, on est le 15 mars 2020. Il y a l'annonce du confinement et réunion de crise chez People and Baby, sur place et par visioconférence. On m'a envoyé les enregistrements et les vidéos de cette annonce. Et en fait, vous avez le fondateur Christophe Durieux, ses équipes, tous les membres du siège en visio. Il explique, on rentre dans une nouvelle période de crise sanitaire. J'espère que vous allez tenir le coup, on va être là, etc. Et puis ils leur disent, bon, on vous met tous au chômage partiel parce que nos crèches ferment, donc reposez-vous bien. Et là, ils commencent à dire, et puis, de toute façon, on se revoit lundi, oubliez pas de prendre vos ordinateurs portables. Ouais. Et donc, il y a une partie des équipes, en fait, qui ne comprennent pas si elles sont au chômage ou si elles doivent travailler. Et en fait, très vite, elles vont comprendre qu'elles sont au chômage partiel et elles doivent travailler. Le principe du chômage travailler. Exactement. Et donc, il y a des dizaines, peut-être des centaines de cadres, et notamment de commerciaux, qu'on a continué à faire travailler comme avant et qui ont été payés non pas par People and Baby, mais par l'argent public, par le chômage. Et donc, ils étaient... Et on leur disait d'ailleurs, si vous ne suivez pas ça, vous verrez. Il y avait la possibilité de se faire virer du groupe si on n'acceptait pas ces pratiques. Et sauf que là, il y a un moment, il y a certains salariés qui ont décidé de démissionner après cette période, de me transmettre des documents parce que pour eux, c'était une honte. À un moment où ils vivaient une période terrible, où certains perdaient leurs proches, où ils devaient s'occuper de leurs enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, on les obligeait à bosser chez People and Baby au chômage partiel, à enfreindre la loi. Et donc, ça a été extrêmement violent. Et il y a un exemple, il y a une anecdote, c'est que quand je rencontre Monsieur Durieux et sa femme pendant de nombreuses heures, je leur pose cette question. Je leur dis, est-ce que vous avez mis l'ensemble de vos salariés au chômage partiel? Oui. Est-ce que vous avez forcé un certain nombre d'entre eux à travailler? Ah non, monsieur, non, jamais, on aurait fait ça, c'est honteux, etc. Et donc je leur dis, écoutez, j'ai un document qui montre... un mail de votre part où il y a marqué mail confidentiel et il demande un suivi d'activité régulier de l'activité pendant ce chômage partiel. Il demande à suivre l'activité de ses commerciaux chaque semaine. Il demande à ses équipes, je veux un rapport. Et donc
je lui montre le document. Et là, il me dit mais monsieur, non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Vous avez pensé à toutes ces femmes qui se faisaient tabasser par leur mari pendant la période du Covid ? Et donc, je lui dis mais quel est le rapport ? Et ben en fait, c'était un suivi de leur état psychologique. Je lui dis pardon, mais il y a marqué suivi d'activité commerciale. Et dans ce document, il était indiqué le nombre d'appels passés par les commerciaux, le nombre de mails reçus, combien de places de berceau ils étaient en train de vendre, etc. C'était vraiment un suivi d'activité. Pas le nombre d'appels d'un psy ou... Et donc, j'ai eu énormément de témoignages, de documents internes, confidentiels et tout. Et malgré ça, les fondateurs nient en bloc. Ce que tu soulignes quand même beaucoup dans ce livre, c'est que au-delà de ces maltraitances qui sont évidemment choquantes et qui, je pense, nous touchent tous quand on imagine ça et quand on voit tout ça, ce que tu expliques, c'est qu'il y a effectivement un système, il y a aussi une financiarisation d'un secteur avec des dérives qui sont présentes dessus. Tu écris à un moment, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin du livre, mais tu écris « Ce groupe, c'est surtout à la fois le symbole et le symptôme d'un système à la dérive, l'exemple le plus caricatural des ravages que peuvent provoquer la privatisation et la financiarisation à outrance d'un secteur, en l'occurrence celui de la petite enfance. » La question qu'on peut se poser là, c'est quels sont les éléments de réponse quand tu t'entends des spécialistes, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de résoudre ces problèmes qui sont présents ? Alors, c'est toujours une question sur laquelle j'ai du mal à répondre parce que j'essaye de garder mon rôle de journaliste. C'est-à-dire quand tu es journaliste et notamment d'investigation, je pense que la force du journaliste, c'est quand tu rapportes des faits et que tu essayes de ne pas être trop militant. En revanche, ce que je peux dire, c'est que j'ai rencontré beaucoup d'acteurs du secteur et que depuis des années, ils portent un certain nombre de solutions très simples. Il y en a une on parlait tout à l'heure du low cost. Il y a donc une baisse des prix depuis 20 ans, impulsée par certains opérateurs, on les a cités tout à l'heure, et accompagnée par des mairies, des collectivités et des ministères jusqu'à Matignon. Bon, il y a une règle qui devrait être une règle de base. Tu as des secteurs, comme l'édition, où tu ne peux pas vendre un livre à n'importe quel prix. Tu n'as pas le droit de vendre un livre à 1 euro. Ça permet quoi ? Ça protège le secteur contre des pratiques anticoncurrentielles. Et sûrement, s'il n'y avait pas ça, le secteur de l'édition serait écroulé. Ça paraît dingue que dans un secteur aussi sensible que celui de la vulnérabilité et de la petite enfance, tu n'aies pas de loi qui protège contre ces pratiques anticoncurrentielles et contre ce low cost. Nivellement vers le bas. Exactement. Tu devrais avoir un prix plancher en dessous duquel tu ne peux pas vendre. En gros, je rencontre, moi, on appelle ça des directeurs de services dans les mairies, ceux qui passent les appels d'offres, ils me disent, comme nous, ça nous coûte 10-12 000. En dessous de 5 000 euros, je sais que ça coûte moins cher parce qu'ils arrivent à optimiser leur masse salariale, que leur management fonctionne mieux. Enfin, il y a plein de raisons, les économies d'échelle. Il me dit, en dessous de 5 000 euros, je ne sais pas comment ils font. Et donc, il devrait avoir une réflexion en France sur le prix en dessous duquel tu ne peux pas vendre un berceau. Je pense que ça éviterait énormément de dérives. C'est une mesure simple, ça éviterait beaucoup de dérives. Tu as un autre sujet qu'on a peu abordé, mais qui est celui du mode de financement. Où en gros, on reproche beaucoup aux opérateurs privés d'avoir l'obsession du taux d'occupation, de remplir à tout prix. Bon, ce que je raconte, c'est qu'en fait, ceux qui sont responsables de ça, c'est l'administration française qui a mis en place un système extrêmement sophistiqué, que jamais je te détaillerai ici tellement c'est chiant. C'est à 5 heures de plus, quoi. Mais il n'y a que l'administration française qui est capable d'inventer un truc pareil. Mais en gros, qui est une facturation à l'heure, comme à l'hôpital, et pas à la journée ou à la demi-journée. Et en gros, qui ne vise qu'une seule chose, c'est à optimiser au mieux l'utilisation de l'argent public. Et ça, c'est Bercy et la Cour des comptes qui ont poussé l'administration... Le ministère de l'économie et des finances. Exactement, qui ont poussé l'administration à mettre en place ce système à l'heure, où en gros, on dit aux opérateurs, bon, on veut que chaque place de crèche, elle soit optimisée au mieux. Donc, si tu as un enfant et que la mère va le chercher 3 heures plus tôt, qu'il y a des absences en gros, on ne veut pas que ces absences existent, tu les remplaces. Et donc, il s'est passé un truc catastrophique, c'est que dans des crèches où il y avait 20 enfants, 20 places, les opérateurs me racontent qu'à partir de la mise en place de ce système en 2014, on est passé à 40 enfants. Parce qu'il y a les 20 enfants des 20 places, et puis à chaque fois qu'il y a une absence, tu remplaces. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, les équipes, elles se retrouvent à gérer 2 fois plus d'enfants et à faire toute la journée
en gros, je le raconte à un moment, c'est un hall de gare. Tu as des enfants qui partent et qui arrivent et tu n'as pas la possibilité de faire un projet, un suivi du projet éducatif tout au long de l'année avec une équipe stable. C'est un drame. Et c'est un drame dont les principaux responsables sont l'administration. Et quand on dit « Ah, mais les groupes privés, ils ne pensent qu'à optimiser », c'est ce que leur demande l'administration. Si tu demandes à un groupe privé d'optimiser, t'inquiète pas qu'il va optimiser. Et donc, ce drame qui touche le secteur, la responsabilité vient aussi de l'administration. Et il y a des pays européens, aucun pays européen a mis en place un système aussi compliqué. En Allemagne, c'est beaucoup plus simple et c'est au forfait aussi. C'est à la journée ou à la demi-journée. Et il n'y a pas ces dérives. Ce système-là a aussi amené des dérives bien sûr. À tout point de vue, quoi. Peut-être pour terminer, je voulais te poser une ou deux questions sur la façon dont toi, tu as mené cette enquête. Parce qu'on voit, il y a beaucoup de révélations sur des acteurs aussi qui sont importants. Il y a ces témoignages aussi que tu as pu recevoir progressivement. Comment ça s'est passé pour toi de faire cette enquête? Est-ce que c'est le genre d'enquête où justement tu sens qu'il y a des tentatives d'intimidation, etc. Parce qu'on a compris qu'il y avait ces intimidations qui étaient faites contre des parents, parfois, qui voulaient témoigner. De ton côté, comment est-ce que ça s'est fait, cette enquête-là? Est-ce que tu as fait face justement à ce genre de procédé? Alors, comment tu mènes ce genre d'enquête? Moi, je mène des enquêtes longues. Ça prend pas quelques semaines, ça prend pas quelques mois, ça prend plusieurs années. C'est un travail très particulier. C'est que j'ai commencé à travailler après la sortie du livre, donc entre janvier et avril 2022, et on est en septembre 2024. Ça me prend entre 2 et 3 ans. C'est très long. Pourquoi c'est très long? Parce que tu dois, commencer à décrypter ton sujet, tu as les premières alertes de famille, puis de salariés du terrain, et puis après, il faut que tu comprennes exactement les problématiques du secteur, que tu commences à contacter, parce que moi, c'est ça mon travail d'investigation, c'est d'aller au siège et de remonter le plus haut possible. Et que ceux qui ont mis en place ce système, qui sont tout en haut de la pyramide, te parlent. C'est évidemment ces gros poissons qui sont les plus durs à pêcher, à convaincre. À convaincre de parler de l'importance de leur témoignage et du fait que leur témoignage peut changer les choses. Ça, c'est mon travail principal. Bon, ça prend des mois d'arriver à les cibler, de pouvoir prendre contact avec eux, d'organiser une rencontre et ensuite de les convaincre de participer à visage découvert, de leur donner des documents. Ça prend beaucoup de temps et c'est, je pense, la seule manière d'espérer avoir de l'impact. Il faut que les gens témoignent, qu'ils soient nombreux, qu'ils le fassent à visage découvert et qu'ils donnent des documents. Et quand ceux qui sont à l'intérieur du système, qui l'ont mis en place, le dénoncent, tu peux espérer un électrochoc. Mais donc, il y a tout ce travail-là qui prend beaucoup de temps. C'est beaucoup un travail de terrain où tu vas passer des heures et des heures avec ces sources. C'est aussi un travail de décryptage des documents qui prend aussi des heures. Et il y a évidemment un certain nombre de pièges tout au long des enquêtes. Tu sais que parfois, tu peux te faire avoir. Avec des fausses pistes ou des tentatives de détournement dans le sens quelqu'un qui va venir bizarrement te voir et dire « faut que tu enquêtes sur tel sujet hein. ». C'est quand même le truc le plus important et exactement. De redirection, on va dire. Et c'est arrivé dans cette enquête, comme c'est arrivé dans d'autres. Souvent, tu le vois, c'est un peu trop gros. Peu gros, mais là, effectivement, je vois une source importante. Et je comprends pas pourquoi elle accepte, parce que je sais qu'elle est très proche du fondateur. Donc, je suis un peu réticent, mais elle est très partante et tout. Je la rencontre dans un café à Paris. Et elle me dit une phrase qui, tout de suite, m'interpelle. Elle me dit « Bon, vous inquiétez pas, je range mon téléphone portable, personne n'enregistre ici. » Il se trouve que sur les 300 témoins que j'ai rencontrés, c'est la seule qui me fera ça. Quelqu'un qui, en général, n'a rien à se reprocher, n'y pense pas. Donc, elle me dit ça. Et donc, au moment où elle me dit ça, ça fait tilt. Et je sais... Tu dis, pourquoi tu as besoin de le préciser? Je sais que si elle me dit ça, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Parce que, en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que pour que les gens te donnent, il faut que tu leur donnes. Pour que s'établisse une confiance, il faut toi-même qu'ils puissent t'accorder ta confiance. Et donc, souvent, je
prends des risques, c'est-à-dire j'abats mes cartes, je dis en partie ce que j'ai. Il y a des journalistes qui fonctionnent pas du tout comme ça, qui cloisonnent beaucoup lors de leurs rencontres avec différents témoins pour surtout pas prendre de risques. Moi, souvent, je dis où j'en suis dans mon enquête. Je dis évidemment pas le nom de mes sources et tout, mais je donne certains éléments pour montrer que je leur fais confiance. Bon, quand tu fais ça, tu prends un risque que la personne sur laquelle tu enquêtes ou le groupe soit mis au courant. Ça arrive d'ailleurs, c'est arrivé dans cette enquête. Et donc effectivement, cette source, j'ai senti très vite qu'elle voulait obtenir. Quand elle te pose plus de questions que tu lui en poses, déjà c'est mauvais signe. C'est très rare. Donc elle voulait obtenir des informations. Et puis elle m'a demandé mes différentes pistes de travail pour essayer de m'aider. Et évidemment, il y avait le risque qu'elle puisse rapporter ces éléments au fondateur de ce groupe. Et oui, je raconte notamment comment elle a essayé de m'amener sur une autre piste, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « Ah non, mais People and Baby, vous faites fausse route, vous savez, non, c'est des tout petits sujets. Oui, il y a peut-être des pratiques déplacées sur les commerciaux, mais bon, c'est minime. Vous devriez aller enquêter plutôt sur tel groupe et sur tel homme. » que je refuse de citer dans le livre, parce que c'était une fausse rumeur et une fausse piste. Et il me dit, mais vous connaissez les soirées Bunga Bunga Et donc je comprends de quoi il fait allusion. C'était les soirées de Berlusconi avec des prostituées. Et en gros, il m'explique qu'il y a un des acteurs du secteur. Le vrai sujet, c'est la corruption et l'influence, et qu'il y a un des acteurs importants du secteur qui organise des soirées Bunga Bunga dans son chalet, et que le vrai sujet, c'est ça, comment des politiques sont corrompus. Bon, je comprends que c'est une fausse piste, que c'est une boule puante pour que j'attaque un acteur du secteur. Il y a ce jeu-là, parfois, de t'amener sur des fausses pistes, de vouloir faire en sorte que le concurrent se fasse abîmer. Et donc, il faut évidemment être vigilant quand tu rencontres des sources. Et il n'y a que le temps qui te protège. Et d'où ce temps du coup que tu as pris sur cet ouvrage-là. Et c'est plus de 400 pages de récits de cette enquête-là, des découvertes que tu as pu faire au fur et à mesure, et puis de ce système et de ce dysfonctionnement assez important et qui, de fait, met en danger des enfants aujourd'hui, parce que c'est le sujet de cette enquête. Merci beaucoup, Victor, d'avoir pris le temps d'échanger sur ce livre du coup que tu as sorti cette semaine aux éditions Flammarion. Ça s'appelle Les Ogres, et c'est donc une plongée dans tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec beaucoup plus de révélations. Merci aussi à vous, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est un format qu'on va sûrement développer, si ça vous plaît, en plus des autres formats qu'on peut faire sur cette chaîne YouTube dédiée au grand format, en plus donc des interviews, en plus des reportages aussi qu'on va développer. N'hésitez pas à vous abonner, mais ce n'est pas encore le cas, pour nous soutenir et pour ne pas louper les vidéos suivantes. Merci encore, Victor. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et de t'être intéressé à ce sujet. Et on se dit à très vite.